Kev Adams est nommé au ministère de la Culture. La culture du topinambour repart de plus belle. Bienvenue dans Culture Quiz. Le Zaïrois est devenu champion du monde de culturisme. C'est ouf que le mot culture, on l'utilise pour autant de trucs différents, quoi. Y a forcément un lien. Vous savez quoi? On va en faire une nouvelle anti-sèche. On associe souvent l'idée de culture à celle de nature. Il existe même beaucoup de préjugés sur ces deux idées. Par exemple, on peut traiter quelqu'un de sauvage quand on trouve qu'il n'est pas cultivé ou civilisé, et donc on ne le considère pas comme un homme avec un grand H, car on le trouve trop naturel. Et d'un autre côté, on va parler de mœurs contre nature, comme si certains hommes, en s'opposant à un supposé naturel, en l'homme, n'étaient plus des hommes. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement. Eh bien, ces préjugés, ils sont putain de contradictoires. On critique celui qui est trop naturel et celui qui est contre nature. Du coup, ça a l'air assez important de se demander si on peut vraiment distinguer le naturel et le culturel en l'homme. C'est justement ce qu'on va faire. Mais avant de se lancer, on va revenir 2 secondes sur les définitions du mot culture. D'abord, au sens individuel, la culture, c'est la formation de l'esprit, la culture générale de l'individu qui s'acquiert par l'éducation. D'ailleurs, on dit se cultiver pour dire former les esprits, sa raison et sa sensibilité. Mais il y a aussi la culture au sens collectif. C'est l'ensemble des pratiques, des croyances et des connaissances propres à une communauté transmises de génération en génération. Il existe plusieurs cultures, chacune a une identité et une histoire propre. Par exemple, la culture allemande, la culture chrétienne ou la culture urbaine. Enfin, il y a la notion de culture au sens universel, qui est un processus de développement artificiel, c'est-à-dire basé sur le travail humain. Elle s'oppose à la nature. On peut citer par exemple la société, le travail, l'art, la religion, qui sont des phénomènes culturels universels. Ces 3 sens de la culture sont liés à une triple identité de l'homme, son identité individuelle, collective et universelle. Elles sont indissociables, car je suis à la fois un être humain, un membre d'une ou plusieurs cultures et un individu singulier. Mais du coup, si c'est le culturel qui semble me définir, est-ce qu'il existe vraiment une nature humaine ? La nature humaine, ça renvoie à l'idée que l'homme a une identité stable grâce à plusieurs propriétés permanentes qui le distinguent des autres vivants. C'est son essence en gros. Ces propriétés, on les distingue en 2 catégories, l'inné, ce qui est donné à la naissance, et l'acquis, ce que l'on devient par contact avec notre environnement. Le naturel en nous, ce serait donc l'ensemble des caractéristiques innées et des comportements instinctifs que l'on doit à notre appartenance à une espèce animale particulière, l'Homo sapiens sapiens. Tout ça nous a donc été transmis par l'hérédité biologique. Par exemple, notre anatomie particulière, des besoins vitaux ou même de l'instinct vital. Alors que le culturel, c'est de l'acquis, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques conventionnelles et institutionnelles qu'on doit à la société à laquelle on appartient. Elles nous sont transmises par l'héritage social. Par exemple, notre langue, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend auprès de notre famille, etc. Du coup, on a la première couche de notre structure qui est l'inné, le naturel, et la seconde qui est l'acquis, le culturel. La première conséquence, c'est que l'idée de nature humaine, elle permet de concevoir l'humanité comme un tout, indépendamment des différences culturelles. Et ça, c'est plutôt cool. La seconde conséquence, c'est que si on part de l'idée qu'il existe bien une nature humaine, alors celui qui ne correspond pas aux critères de cette nature, il peut être rejeté de l'humanité. Et même, certaines mœurs ou coutumes pourraient être alors considérées comme contre-nature, comme l'homosexualité par exemple. Ça, c'est un petit peu le côté obscur de cette idée de nature humaine. Pour conclure cette première partie, on peut dire que l'idée de nature humaine, ça permet de penser la nature comme étant antérieure à la culture. Le naturel et le culturel seraient donc 2 éléments séparables qui s'ajouteraient l'un à l'autre. D'un côté, ça permet de concevoir une humanité universelle, mais de l'autre, ça peut aussi être utilisé pour exclure certains hommes de cette humanité. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment possible de parler de nature humaine? Est-ce qu'on est homme ou est-ce qu'on le devient? Et est-ce que c'est légitime? C'est-à-dire, est-ce que l'idée de nature humaine, elle n'est pas facilement utilisable pour rejeter celui qui ne nous ressemble pas? Est-ce que vous connaissez L'Enfant sauvage? C'est un film de François Truffaut, inspiré d'une histoire vraie, celle de Victor de l'Aveyron. Je vous raconte vite fait l'histoire. Au XVIIIe siècle, dans les bois du Tarn, on retrouve un enfant de 10 ans qui semble avoir été abandonné très jeune et avoir vécu en pleine nature, loin de ses semblables. Il se comporte comme un animal. Il crie, il marche à 4 pattes. Donc on le confie à un docteur afin de savoir s'il est possible de l'éduquer. Il y a certains trucs qui marchent, mais par contre, l'enfant ne réussit pas à parler. C'est un exemple qui nous montre qu'il n'y a pas vraiment de nature humaine universelle dans le sens où on aurait de façon innée une raison ou une faculté de langage. En gros, des caractéristiques qui nous distingueraient des animaux. Car même le fait de se tenir debout pour marcher, c'est pas naturel pour l'enfant sauvage. On lui apprend, mais il se remet à marcher à 4 pattes dès qu'il retourne dans la nature. Donc en fait, tout ce qui constitue l'homme dépend de la culture. Son identité dépend de son environnement et de ce qu'il en fait. Et on peut même aller plus loin. Même notre ventre ou nos poumons dépendent de l'action de notre environnement. Ils changent en fonction de ce qu'on a mangé ou fumé. Donc pour définir la nature humaine, il nous reste uniquement des fonctionnements biologiques généraux. Mais ces fonctionnements biologiques, ils ne permettent pas de différencier l'homme de l'animal. Et donc ils ne permettent pas de définir une nature humaine. Car même les instincts ou les pulsions les plus basiques de l'homme, elles dépendent de la culture. Notre ami Pascal, il disait dans les pensées « J'ai grand peur que cette nature ne soit qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature ».
Ce qui veut dire par là, c'est qu'on a tendance à prendre pour naturel ce que notre culture nous a appris à définir comme tel dans le discours dominant ou via nos habitudes. On a tendance à appeler naturel ce qui n'est souvent qu'une valeur culturelle fondamentale pour une société. Et on le fait pour donner à cette valeur un caractère universel et de permanence. Et il y a un sociologue, Bourdieu, qui va donner un nom, seconde nature, à l'ensemble des caractéristiques acquises mais enracinées si profondément qu'on peut difficilement s'en défaire. Par exemple, certaines personnes pensent encore que c'est la nature de l'homme d'être orgueilleux, ambitieux. Alors que la femme serait plutôt par nature douce, sensible. Et il y en a pas mal des clichés comme ça. Par exemple, certains croient aussi que la nature de l'homme, c'est d'être hétérosexuel, ou que la femme possède un instinct maternel. Mais en fait, la société nous éduque pour agir ainsi. Avec elle, on apprend à parler, à nous situer dans le temps, on apprend des gestes, des attitudes, etc. Et on assimile inconsciemment ces habitudes comme naturelles, et du coup la culture devient une seconde nature. C'est-à-dire qu'on confond des pratiques culturelles avec des déterminations naturelles. Du coup, on a une deuxième réponse à notre problématique, il n'existe pas de nature humaine, tout en l'homme est culturel. Et donc, si la culture c'est le propre de l'homme, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la nature de l'homme, c'est justement d'être culturel ? La culture, c'est pas ce qui s'ajoute simplement à la nature, c'est ce qui la transforme et la crée de toutes pièces. Pour mieux le comprendre, on peut s'intéresser au mythe de Prométhée. Ce mythe raconte l'histoire de Prométhée et Épiméthée, ces deux titans chargés par les dieux de distribuer des qualités à toutes les espèces vivantes et de manière équitable afin que chacune puisse survivre. Et c'est Épiméthée qui s'en charge. Du coup, il donne à certains animaux la force, à d'autres la rapidité, à certains des ailes, mais il est un peu teubé Épiméthée. Il a distribué toutes les qualités qu'il avait aux animaux et a oublié d'en donner aux hommes. Alors pour corriger cette erreur, Prométhée vole le feu et la technique aux dieux pour que l'homme puisse inventer des outils afin de survivre. Alors qu'est-ce que nous apprend ce mythe ? Eh bien, tout d'abord, que ce qui était à la base une infériorité de l'homme face aux animaux, eh bien finalement, c'est une force extraordinaire. Parce que comme ça, il peut devenir tout ce qu'il veut. Il n'est pas enfermé dans des limites d'une nature comme les plantes ou les animaux. La nature de l'homme, c'est finalement de ne pas en avoir. Et ça, c'est la principale différence entre l'homme et l'animal. Ça et le fait que nous, on porte quand même des vêtements. Bon, sauf certains animaux qui sont grave bien sapés quand même. Rousseau, il appelle cette différence la perfectibilité. En gros, c'est la capacité de se changer soi-même. Et il parle pas de vêtements, hein. On parle de se changer soi avec le progrès par exemple, pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est parce que l'homme n'est rien au départ qu'il peut tout devenir. Alors que l'animal, au bout de quelques mois, il devient déjà ce qu'il sera toute sa vie. Il n'y a que l'homme qui peut évoluer en bien ou en mal. D'ailleurs, ça aussi Rousseau le définit bien, l'homme seul est sujet à devenir imbécile. Du coup, on ne peut pas distinguer certains éléments naturels et d'autres culturels chez l'homme. Par exemple, le fait de manger, c'est à la fois naturel, c'est un besoin vital, mais c'est aussi culturel, puisqu'on prend généralement notre repas à midi, avec des couverts, en discutant avec des gens, etc. Autre exemple avec la colère. Si la colère est un sentiment naturel, non construit par l'éducation, son expression, en revanche, le cri, elle relève de la culture à laquelle on appartient. Voilà, bon après le cri, c'est pas la seule manifestation de la colère. La colère, on peut aussi la manifester comme ça. 1, 2, 3, pas de faire chier, moi. Et le cri, ça peut exprimer plein d'autres trucs, la peur, le désespoir. Pareil pour l'amour. Si l'amour c'est bien un sentiment naturel, un bisou c'est une manifestation culturelle de l'amour. L'expression de nos émotions, elle est conventionnelle. C'est notre culture qui nous apprend comment les extérioriser. Tout va dépendre des conventions qu'on nous transmet par un héritage et non par hérédité. Et là, on arrive à une troisième réponse. Ce qui paraît naturel est en même temps culturel. On a souvent l'impression que beaucoup de choses sont naturelles car on ne connaît que notre propre culture. Mais pour éviter tout ethnocentrisme, c'est-à-dire pour ne pas croire que notre culture est la meilleure et que les autres ne sont pas civilisés, il faut comprendre que tout, même nos sentiments, sont variables selon la culture dans laquelle on se trouve. Allez, c'est dans ma culture de te faire un récap. La question qui se pose, existe-t-il une nature humaine ? Et ben on peut y répondre en 3 temps. Grand 1, l'idée de nature humaine. L'existence d'une nature humaine permet de penser une humanité universelle, mais peut aussi être utilisée contre certains hommes. Grand 2, critique de l'idée de nature humaine. Il n'existe pas de nature humaine. Tout en l'homme est culturel. Grand 3, la nature de l'homme est culturelle. On ne peut pas distinguer en l'homme le naturel et le culturel. Ce qui paraît naturel est en même temps culturel. Conclusion, il n'existe pas de nature humaine détachable de la culture et qui servirait de norme pour définir l'être humain. La nature de l'homme est d'emblée culturelle. Les mots-clés à retenir, les 3 sens du terme culture, universel, collectif, individuel. La distinction inné-acquis, le concept de seconde nature, la perfectibilité et l'ethnocentrisme. C'était là pour la révision, bon courage. Et c'était juste là pour le kiff, n'hésite pas à étaler ta culture en commentaire. Ça m'intéresse. Ciao. Tu passes le bac cette année ? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.